Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu à Praia, une visite d'amitié et de travail qui vise à renforcer les relations d'amitié entre les deux pays. Le Sénégal et le Cabo-Verde sont liés par l'histoire, la géographie et le brassage des peuples. Préparatif de la Tabaski 2024, le ministre de l'Élevage assure un bon approvisionnement en moutons. Mabouba Diop s'est rendu au Mali et en Mauritanie, deux pays principaux fournisseurs du Sénégal en bétail. Les stars du moment arrivent progressivement dans les différents points de vente. Également dans l'actualité, la découverte du miel de mangrove avec son goût sucré et légèrement salé. Il y est très prisé. Ce trésor produit dans les écosystèmes des palétuviers est aussi réputé pour ses vertus médicinales. Reportage au cœur des mangroves de Joal Fadioud à suivre dans ce journal. Et puis en sport, les playoffs de la Basketball Africa League. Les clubs égyptiens d'Al-Ahly s'est opposé ce vendredi au FUS du Rabat. Un match de classement remporté par les Marocains. Score final 78 à 89. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'après le Cabo-Verde, le chef de l'État est arrivé en début de soirée à Conakry où il entame une autre visite d'amitié et de travail. À son arrivée, il a été accueilli par le général Mamadi Doumbia. Les deux hommes auront un entretien dans la soirée sur la coopération entre la Guinée et le Sénégal. Après, donc, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est entretenu avec son homologue José Maria Prera Neves. Les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Cabo-Verde, deux pays liés par l'histoire, la géographie et le brassage des peuples. Plusieurs domaines ont été identifiés comme le transport maritime, la culture, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Envoyés spéciaux El Hadj Malick Niang et Oumar Ning. La visite que le président Bassirou Diomaye Faye est venu effectuer à Praia témoigne des excellentes relations d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre le Sénégal et le Cabo-Verde. À l'aéroport international de Praia, l'accueil qui est réservé au chef de l'État est assez significatif, avec une présence remarquée des compatriotes venus lui souhaiter une chaleureuse bienvenue. La dimension solennelle est notée au Palais de la République, où les honneurs militaires ont résonné à l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, accueilli ici par son homologue José Maria Prera Neves. Le Sénégal et le Cabo-Verde sont des pays très liés. La présence des Sénégalais au Cap-Vert et vice-versa est le signe d'une amitié fraternelle entre les deux peuples, ce qui transparaît dans les entretiens entre les deux chefs d'État. Cette visite est vraiment une visite brillante qui va ouvrir de nouveaux chemins pour la coopération entre nos deux pays. Nous avons une très importante communauté capverdienne au Sénégal qui est très bien intégrée et qui participe activement dans le processus global, que ce soit dans la sphère politique, sociale, économique du Sénégal. Heureusement, le Sénégal est un pays démocratique où les institutions fonctionnent et les Cap-Verdiens se sentent bien et très bien intégrés, comme je le disais, dans cette société sénégalaise. Donc, on voudrait remercier
Monsieur le Président et le peuple sénégalais pour cette démonstration d'amitié, de fraternité entre nos deux pays. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous remercier pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et qui a été réservé à la délégation qui m'accompagne. Et vous dire tout l'engagement du Sénégal et mon engagement en tant que président de la République du Sénégal d'approfondir les relations entre le Sénégal et le Cap-Vert, qui, comme nous le savons tous, sont des relations qui ont une longue tradition, qui sont confiantes et qui sont conviviales, des relations que nous gagnerons à renforcer. Voilà pourquoi je vous renouvelle mon engagement à travailler avec vous dans l'approfondissement, le renforcement et l'amélioration de ces relations-là. Sur la foi de cette relation solide, les deux chefs d'État ouvrent de bonnes perspectives de collaboration entre Dakar et Praia. Bien sûr, il y a des domaines très importants pour la coopération et certainement cette visite va ouvrir les chemins pour renforcer cette coopération, ces relations. Et c'est pour cela que cette visite est une visite stratégique, comme je disais. Nous avons par exemple le secteur des transports, du tourisme, des industries, de l'énergie, des échanges commerciaux, de la possibilité de renforcer les relations et les échanges entre les deux pays, notamment à travers de possibles et potentielles liaisons maritimes, puisqu'on a eu un grand progrès au niveau de la liaison aérienne, la connectivité aérienne ces dernières années, et il y a aussi la possibilité, bien sûr, d'articuler, concerter des positions conjointes dans le cadre de la CEDEAO, mais aussi dans le cadre de l'Union africaine. Les progrès que nous devons faire dans le cadre du renforcement des relations commerciales nous commandent à travailler dans la mise en place d'une liaison maritime entre Dakar et Praia et même les autres îles qui font qu'on peut renforcer l'intégration et renforcer le tourisme entre les deux pays, mais renforcer aussi l'échange de biens. Voilà pourquoi je me réjouis de votre idée de convoquer à nouveau la commission mixte entre le Sénégal et le Cap-Vert et de voir avec les départements ministériels concernés comment identifier les pistes et les axes de coopération qui peuvent renforcer durablement les relations entre les deux pays. En tant que deux pays voisins et amis, le Sénégal et le Cap-Vert collaborent également au sein de la CEDEAO. Les présidents José María Neves et Bassirou Diomaye Faye n'ont pas manqué de souligner les défis liés à l'intégration sous-régionale, notamment la question des pays de l'Alliance, des États du Sahel. Très satisfait de l'accueil que lui a réservé le président José María Neves, le président Bassirou Diomaye Faye a livré ses sentiments dans le livre d'or qu'il a signé avant de quitter la capitale du Cap-Vert pour se rendre en République de Guinée. L'actualité, c'est aussi les assises de la justice. Dans un effort de modernisation de cette justice, la présidence de la République, vous le savez, a lancé hier la plateforme citoyenne Jubanti. Cet outil novateur vise à recueillir les opinions et avis des citoyens sur le système judiciaire dans le cadre d'une initiative plus large de réforme. Les détails avec Salou Sek. Jubanti, qui signifie redresser, rectifier ou corriger en français, est une plateforme mise en place pour accompagner la journée du dialogue national. Pour cette édition, la modernisation de la justice sera au cœur des débats. Dans sa volonté politique, le président de la République a tenu, dans le cadre de la journée du dialogue national, qui est un cadre institutionnel, à consacrer cette année, cette édition 2024, le thème réforme et modernisation de la justice. Et en tant que citoyen, en tant que justiciable, nous avons aujourd'hui notre opinion, notre façon de voir, notre expérience, nos suggestions et nos avis par rapport à la justice. Une volonté forte du chef de l'État dans sa vision
du Sénégal qu'il veut, avec l'ensemble des citoyens, bâtir. Il veut placer au cœur de sa vision, au cœur de la réflexion, le citoyen, le bien-être du citoyen. Et c'est dans cet esprit-là que cette plateforme-là a été mise en place pour redonner la parole à ces citoyens-là, pour leur donner l'opportunité de pouvoir exprimer leurs ressentis, exprimer leurs préoccupations, afin qu'ensemble, nous puissions apporter les transformations nécessaires pour aller vers un Sénégal plus juste, plus prospère. La plateforme Djubbanti devrait donc permettre de recueillir l'opinion des citoyens sur le système judiciaire, son fonctionnement, ses services, ses pratiques, entre autres. Ces avis-là dégagés et les opinions données, surtout les opinions qu'on donne, vont permettre d'avoir un ensemble d'éléments qui puissent savoir que dans tel secteur, il est important de procéder à des réformes. C'est à partir effectivement des problèmes qui ont été soulevés et peut-être même des propositions de solutions qui vont être données. Toute personne qui donne une opinion peut-être négative peut à côté estimer que tel aspect devrait pouvoir être amélioré. Et si on recense l'ensemble de ces idées-là, bien évidemment positives et constructives, cela permettra de passer, si nécessaire, à des réformes. Les avis et les correctifs qui seront souhaités à travers cette plateforme-là pourront effectivement permettre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de prendre en compte et de pouvoir rectifier ou amender, en tout cas, les différentes procédures et tout ce qui va avec. Mais vraiment, l'objectif de la plateforme, c'est de permettre, comme vous l'avez dit, à toute la population, quel que soit donc l'endroit où le Sénégalais se trouve, ou bien même l'étranger qui vit parmi nous, donc qu'il puisse effectivement donner valablement son avis autant que les acteurs qui seront dans la salle avec M. le Président de la République. À travers cette plateforme, les populations pourront donc participer de manière active au dialogue national prévu le mardi 28 mai 2024. Et dans la perspective de ces assises de la justice, la rédaction vous propose ce soir, en lieu et place de Cassabord, un plateau spécial avec le professeur Lucienne Dione, directrice du Crédila, maître Abdoulaye Tine, avocat, Zeynab Khan, secrétaire général de AJS, Association des femmes juristes du Sénégal, et El Haj Abdoulaye Seck de Amnesty International. C'est à suivre juste après ce journal avec Ibrahima Diédhiou à la présentation. Le chef d'état-major général des armées a effectué une visite à l'école d'application du génie et du bataillon de soutien du génie. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé a rappelé aux sapeurs-mineurs leur place dans l'organigramme des armées tout en les appelant à plus de solidarité. Mamadou Sakine. Au camp capitaine Moussa Dioum de Bargny, le chef d'état-major général des armées est accueilli avec les honneurs. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé est venu visiter le cantonnement, mais aussi les différentes structures de formation du bataillon du génie militaire. J'ai vu qu'encore que les traditions sont là. La croyance à l'instruction est là. La rigueur, vous partagez quand même cet atout. C'est une arme de rigueur, de discipline. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. L'école d'application du génie et ses démembrements constituent de hauts lieux de performance grâce notamment à la coopération allemande. Après avoir salué les partenaires pour leur action décisive, le SEMGA s'est adressé aux troupes. Et la première chose que je voudrais rappeler ici à tous les sapeurs, n'oubliez jamais que vous êtes une arme technique. Quand vous parlez d'armes techniques, je ne parle même plus d'armes techniques, c'est des techniques qui sont devenues critiques. Regardez le champ de bataille ces dernières années. Demandez à vos camarades qui rentrent du Mali ce que c'est aujourd'hui l'univers des engins explosifs improvisés. Avec quelle ingéniosité, avec quelle rapidité les menaces là s'accélèrent. Quand vous êtes dans un domaine comme ça, c'est un domaine qui est exigeant, qui demande une remise en cause de tous les instants. Le SEMGA a insisté sur un autre aspect, la cohésion et la solidarité, avant de lancer un appel à ces éléments. Et enfin, le dernier point
qui me tient aussi à cœur et qui commence à être un phénomène assez récurrent, c'est l'adhésion des soldats, surtout, ou de certains cadres, à des jeux de société ou à une trop implication dans les réseaux sociaux. Gardez-vous vraiment, mais de polluer votre vie professionnelle. Il les invite ainsi à se méfier des réseaux sociaux, à s'éloigner des sujets sensibles liés aux opérations, à la religion, à la politique. Bref, à rester concentrés. Les préparatifs de la Tabaski maintenant, à moins d'un mois, l'État du Sénégal veut assurer une autosuffisance en moutons. Notre pays a besoin de 250 000 moutons pour combler le déficit. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Élevage, Mabouba Diop, s'est rendu dans la sous-région. Il annonce par ailleurs plusieurs mesures pour faciliter le transport du bétail. Pendambao. Le Mali et la Mauritanie, deux pays pourvoyeurs de moutons de Tabaski au Sénégal, et ses visites de travail effectuées par le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Élevage dans ses États voisins a pour objectif de partager les dispositions prises par le Sénégal pour un bon approvisionnement du marché en moutons de qualité et en quantité. Il me plaît de rappeler aux autorités et opérateurs mauritaniens que le Premier ministre Ousmane Sonko, à travers la lettre circulaire, a déjà pris toutes les mesures nécessaires à même de faciliter l'exportation vers le Sénégal. Il s'agit notamment de l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, l'autorisation de la présence à bord de chaque camion de 3 bergers chargés de la surveillance des animaux transportés. Il a également instruit l'ensemble des ministères concernés pour assurer les bonnes conditions d'accueil à nos parents mauritaniens. Après la République sœur de Mauritanie, la tutelle et sa délégation ont fait cap sur le Mali. Je voudrais vous signifier toute ma satisfaction et ma reconnaissance pour cette visite de travail qui se tient dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski. Cela témoigne de votre attachement à la satisfaction des besoins de la population sénégalaise, notamment en produits animaux, et ne fera que consolider les relations séculaires de bon voisinage empreintes de respect mutuel entre le Mali et le Sénégal. Monsieur le ministre, l'objet de ma visite de travail est de partager avec l'ensemble des populations des dispositions prises par le gouvernement du Sénégal pour une bonne préparation de la fête de Tabaski. Les importations que nous envisageons cette année entre la Mauritanie et le Mali s'élèvent aux environs de 246 160 000 têtes, dont 149 315 en provenance du Mali, soit 60,66% des importations. Cela montre l'importance du corridor Mali-Dakar pour ravitailler le marché sénégalais en moutons de Tabaski. Au sortir de ces périples, le ministre se dit satisfait et rassuré car le gap de 250 000 moutons sera sûrement résorbé aussi bien par les opérateurs maliens et mauritaniens, mais aussi et surtout par les éleveurs sénégalais qui jouent chaque année un rôle important dans l'approvisionnement du marché en moutons de qualité et en quantité suffisante. Et ils sont, vous le savez, considérés comme les stars du moment, les moutons attachés à chaque coin de rue. À l'approche de la Tabaski, ils arrivent progressivement, des moutons de toute race avec des prix variés. Parmi ces races, il y a le Ladoum. Ce bélier peut coûter jusqu'à 1 500 000 francs CFA. Ibrahim Mandong a effectué un tour nocturne dans certains points de vente. Reportage. Au bout du fil, les commandes passent. Son téléphone sonne sans répit. En cette période, Cheikh n'a pas de temps. Les sollicitations fusent de partout. Tabaski oblige. Les moutons sont au centre de toutes les préoccupations. L'opération de Tabaski n'a pas de secret pour Cheikh et son équipe. Depuis des années, il est dans une dynamique de collaboration avec certaines entreprises. Il y a des contrats de diverses entreprises dont nous avons eu la chance de gagner des marchés là-bas. Pour les gens qui sont des salariés, on travaille avec leur comptabilité.
ils vont choisir un mouton, on va leur dire le prix. Ils vont, maintenant, à chaque fin du mois, au niveau de leur comptabilité, on va essayer de faire une coupure d'une somme vraiment raisonnable. Une session de paiement pour une durée de 6 à 7 mois. Sur place, plusieurs moutons sont identifiés. Tous les moutons qui ont des marqueurs, ce sont des moutons qu'on a déjà achetés. Ils ont donné une avance, mais au moment où ils viennent pour récupérer leurs moutons, ils vont faire le complément. Les prix varient entre 150 jusqu'à 700 000 francs. Il y a des moutons qui coûtent 150 000, on a des moutons 180, 190, 200, 250, et ainsi de suite. Il y a des moutons qui coûtent 400, plus de 500 et 600. Ici, plus de 80% des sujets ont déjà trouvé acheteurs. J'ai porté mon choix sur ces moutons parce que les sujets sont de bonne qualité. Les prix sont élevés, mais ça vaut le coup. Un tour au quartier Fass nous permet de constater le même décor. Dans ce point de vente, le prix des moutons varie entre 175 à 400 000 francs, une cherté qui s'explique selon les vendeurs. Nous investissons beaucoup pour avoir de la bonne production. Les moutons sont achetés très tôt et la prise en charge n'est pas facile, sans oublier l'aliment de bétail qui est très cher. Des moutons de différentes races avec une variété de prix, ce qui offre sans doute une large palette de choix aux acheteurs. Mais que dire de la race Ladoum? Des moutons de prestige qui attirent les regards. Mais attention au prix. Le prix varie entre 300 000 et 1,5 million. Et la particularité de ces béliers, vous voyez qu'ils sont plus grands que ceux qui sont de l'autre côté. La particularité, c'est que c'est des béliers qui sont à la fois très grands, donc très gros, mais jeunes. Donc vous savez que la bonne viande, c'est la viande tendre. Et la tendreté de la viande dépend de l'âge de l'animal. Et le Ladoum a la particularité d'offrir de gros moutons, de grands moutons, donc beaucoup de kilos de viande et de viande de moutons jeunes, donc de viande d'agneau. De beaux moutons doublés d'un joli pelage avec un âge moins de 15 mois. Dans l'autre box, le client a le choix avec une variété de races. Il y a des croisés Ladoum Touaber, Ladoum Pelpel, même Ladoum Djalonke. Il y a des croisés aussi Bali Touaber, donc il y a toutes sortes de races. Mais c'est des moutons de case. Donc c'est des moutons qui sont élevés dans des maisons ou dans des bergeries. Donc c'est des moutons quand même de très bonne qualité. De très bonne qualité, mais quand même moins cher que les Ladoum. Voilà 20 ans que cet éleveur fait dans l'opération Tabaski. Et pour cette année, Aboukan vient avec des innovations. Vu l'attractivité quand même de notre stand, aux natures du monde, et notamment des passionnés de l'élevage, et donc des futurs éleveurs. Les gens, quand ils viennent ici, ils se promènent, ils se font plaisir, donc ils ont envie d'élever. Et nous, on en profite quand même pour leur proposer des géniteurs et des femelles. Donc il y a pas mal de Sénégalais qui viennent s'approvisionner en géniteurs et en femelles durant cette période de Tabaski. À moins d'1 mois de la célébration de la fête de Tabaski, Dakar commence à changer de visage. Les traditionnels points de vente accueillent progressivement les moutons, aux acheteurs de se signaler maintenant pour passer une bonne fête de Tabaski avec un beau bélier. Et focus à présent sur une activité très rentable en cette veille de Tabaski. C'est le business du foin à Tambacounda. Ils sont nombreux à s'activer dans ce domaine avec la multiplication des points de vente des moutons pour la fête. Beaucoup investissent aussi ce secteur parallèle qui nourrit le bétail. Sur place, les prix de sacs de foin varient entre 4 000 et 4 500 francs CFA, nous dit Tidiane Sissé. Terrain à venir tout près du garage de Kotiari. Cet espace est l'un des points de vente préférés de ceux qui s'activent dans le business du foin ou de la fente d'arachide. Ici, on ne fait que remplir les sacs en attendant les clients.
Dieu merci, l'activité marche bien en ce moment. Nous achetons le sac à 3 000 francs et nous revendons à 4 000 voire 4 500 francs. Il y a aussi les petits sacs qui coûtent 2 000 francs. Ici, nous sommes tous de la même famille. Nous venons de la région de Kaffrine juste pour ce business. Moi, je peux vendre le sac à 3 500 francs CFA. Mais le problème, c'est que les clients n'aiment pas nous rendre les sacs vides après usage. Ils ne savent pas que ça coûte de l'argent aussi. Chaque sac vide coûte 400 francs CFA. C'est pourquoi on est obligé de vendre à 4 000 francs CFA pour avoir un peu de bénéfice. En cette période de l'année, le pâturage frais est presque inexistant pour le bétail. Le foin, très riche en fibres, constitue une source importante de nutrition pour des animaux comme les chevaux et les moutons de Tabaski. Je suis venu ici pour acheter pour mon mouton. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est juste pour en attendant le soir pour que j'achète un sac. Ouais. C'est pour bien les alimenter, pour qu'ils soient un peu engraissés. Ouais. C'est pour avoir de la bonne viande. Ouais, pour avoir de la bonne viande. Ouais, les clients commencent à venir, mais pour le moment, ce n'est pas le grand rush. Nous achetons le foin dans les villages environnants à 3 000 francs CFA le sac. Parfois, on amène ça à Dakar quand on en trouve en grande quantité. Mais si ce n'est pas beaucoup, on vend ça sur place. Le business de la femme d'arachide, il n'y a pas que des hommes dans le secteur. Cette femme également en a fait son métier, mais en cette veille de Tabaski, elle est confrontée à une forte concurrence. Ça ne marche plus comme avant. Car à l'approche de chaque Tabaski, il y a des gens qui ont des moyens qui vont emprunter de l'argent dans les banques pour acheter et revendre le foin. C'est pourquoi nous, qui n'avons pas de moyens, nous ne pouvons pas avoir grand-chose maintenant. Il y a des clients qui pensent que c'est nous qui faisons exprès d'augmenter les prix des sacs de foin. Mais ils oublient que sans nous, ils n'auront pas de la bonne viande pour la Tabaski. Donc je peux dire que nous faisons ça pour tout simplement leur satisfaire. Autre activité qui marche bien en cette veille de Tabaski, c'est ce que l'on appelle ici les bana-bana, autrement dit, ceux qui s'activent dans l'achat et la revente des moutons dans les marchés à bétail de la région de Tambacounda. Retour à Dakar pour parler de toute autre chose. Spécialisée dans la production et la transformation des produits agroalimentaires, Biosen s'agrandit. L'usine s'est installée à Bambilor. La nouvelle industrie va booster la production locale. Au total, 6 000 producteurs vont bénéficier de cette réalisation. Salut Sec. Au cœur des champs du village de Mbut, dans l'arrondissement de Sangalkam, commune de Bambilor, se dresse majestueusement cette unité industrielle. Une nouvelle infrastructure qui devrait jouer un rôle crucial dans la promotion de la sécurité alimentaire. Une satisfaction totale de voir déjà une unité industrielle 100% sénégalaise. Ça confirme également que c'est possible d'avoir des entrepreneurs sénégalais à travers une bonne unité industrielle pour le développement de l'agroalimentaire à travers la politique d'industrialisation du pays. Dotée d'installations de pointe en traitement et en stockage, la nouvelle usine va ainsi renforcer la capacité de production de Biosen. On est parti d'une petite unité à la Sodida avec 600 kilos de produits finis jour à cette unité industrielle qui peut faire plus de 4 tonnes par jour aujourd'hui. L'usine est composée vraiment d'une chaîne automatisée sur les céréales locales. Nous avons créé plus de 177 emplois. Cet investissement est possible grâce à l'appui des partenaires. Il s'agit de l'USAID et du bureau de mise à niveau. Cela a été la mise en place d'un équipement de production, une ligne complète de production, de transformation de céréales pour un montant de 91 millions de francs CFA, accompagné d'investissements immatériels en termes d'assistance à la mise en place de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d'hygiène et également une assistance en marketing. Grâce à ces investissements, l'entreprise a également pu bénéficier d'une prime de la mise à niveau de l'ordre de 35,6 millions de francs CFA. Ce partenariat entre l'USAID et Biosen accompagne d'une subvention, comme j'ai dit, de co-investissement de à peu près $1 million, a permis Biosen de renforcer sa compétitivité pour répondre à une demande internationale croissante d'aliments nutritifs et de haute qualité.
Cette unité industrielle devrait ainsi booster la production locale. Au total, plus de 6 000 producteurs devront bénéficier de cette expansion. Promoville accompagne les femmes transformatrices de produits halieutiques de Mbour. Un lot d'équipement d'un coût de 50 millions de francs CFA leur a été remis. Et c'est le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diaye, qui a procédé à la remise du matériel. Lamine Fall, Maman Moussagnon. Dynamisme et engagement les caractérisent. Plus de 200 femmes spécialisées dans la transformation de produits halieutiques dans la commune de Mbour, honorée par Promoville. Une agence qui se singularise par la diversité de ses actions. Promoville initie dans ses zones d'intervention des projets d'appui aux femmes, comme il en est le cas aujourd'hui, et aux jeunes. Dans ce cadre, il faut placer l'activité d'aujourd'hui qui consiste à remettre un important lot de matériel au GIE Bok Liguey Mbaling de Mbour. Mbour, connu pour son riche potentiel dans la transformation agroalimentaire, où les femmes rivalisent de savoir-faire et d'ingéniosité. Promoville, à travers le ministère de la Femme et des Solidarités, conscient de cette réalité, accompagne ce secteur en nette mutation à travers la remise d'équipements modernes. Ces équipements d'une valeur globale de 50 millions, financés par l'État du Sénégal et son partenaire, la Banque africaine de développement, comprennent entre autres des fours pour fumage de poissons, des clés de séchage, des congélateurs, des tables, des fûts, du mobilier de bureau, des ustensiles, des chaises, des tenues, etc. Des équipements qui sans doute vont renforcer la productivité et le rendement de ces femmes engagées et conscientes de leur apport dans le tissu économique et social. Des équipements appréciés à leur juste titre. Pour moi, Promoville se résumait uniquement à la construction de voiries ou de pavages, alors que le programme appuie fortement les femmes. Nous vous sommes très redevables. Nous ne doutons point de l'usage qui sera fait de ces équipements et de l'impact qu'il aura sur le rendement et même sur la qualité des produits transformés. Au-delà de cet acte salvateur, Promoville capitalise dans la commune de Mbour plusieurs réalisations. Au total, plus de 10 milliards de francs CFA investis, impactant le cadre de vie et les conditions des populations. Je vous emmène maintenant à la découverte du miel de mangrove, un trésor rare et précieux produit dans les écosystèmes des palétuviers. Avec son goût sucré et légèrement salé, il est réputé pour ses vertus médicinales. L'apiculture dans les mangroves, une activité délicate mais génératrice de revenus pour beaucoup de femmes. Reportage à Joal Fadiouk de Mariam Biramba. Nous sommes à Joal Fadiouk, à 118 km de Dakar, pour vous faire découvrir un produit d'exception, le miel de mangrove. Un miel thérapeutique tant recherché dans la sous-région et récolté au Sénégal. Ce miel exprime aujourd'hui l'étonnant mariage entre terre et mer. Il faut attendre la marée basse pour se rendre dans les mangroves. Mais avant de se rapprocher des ruches, il faut déployer tout un arsenal pour se protéger des piqûres d'abeilles. À cette heure, les abeilles semblent un peu agressives. Un enfumoir pour les calmer. Au niveau mondial, les gens avaient l'habitude de travailler au niveau des forêts pour chercher du miel. Et ici au Sénégal, on a remarqué qu'on a des milliers d'hectares de mangroves. Et à partir des reboisements qu'on a fait au niveau de Agir pendant ces 15 dernières années, on s'est rendu compte qu'on peut avoir du miel de mangrove. Tout ce qui est nectar, c'est les abeilles qui le conditionnent, qui conditionnent tout ce qui est nectar, mais aussi tout ce qui est protection de la zone. Par exemple, beaucoup de gens savent maintenant qu'il y a beaucoup d'abeilles dans la mangrove. Les gens ne viennent plus couper la mangrove, les gens ne viennent plus déranger la mangrove parce qu'ils sont sûrs qu'il y a des protecteurs qui sont là-bas, qui s'appellent des abeilles. Oui, elle va bientôt être prête à être récoltée. Du miel mûr dans la mangrove, récolté essentiellement ici à Joal par des femmes. Des apicultrices qui ont embrassé ce métier difficile.
Ce n'est pas un métier du tout facile parce que, comme vous le voyez, on ne fait pas les suivis la journée. D'habitude, on fait le mois, on fait 2 à 3 fois de suivi et on le fait vers 20h jusqu'à minuit, 1h dans cette forêt de paludivier qu'on voit là. Donc, ce n'est pas un métier qui est du tout facile, mais aussi c'est un métier qu'on tient vraiment à cœur. Récolté dans des ruches placées au cœur de la mangrove de Joal Fadiout, il est d'une production locale bien conditionnée avec hygiène et plein de vertus. Sur le plan hygiénique, il n'y a pas de pollution parce qu'on est à l'eau, dans l'eau. C'est plus pur que les miels qui sont au niveau des forêts. Sur le plan hygiénique, sur le plan milieu aussi marin, parce que c'est du miel, la mangrove, c'est un milieu marin. Donc les abeilles sont plus à l'aise par rapport à tout ce qui est biodiversité qu'on peut trouver au niveau de la mangrove. Le miel de mangrove se distingue par sa saveur unique. En effet, il a un goût modérément sucré et légèrement salé. Les spécialistes expliquent. Les abeilles butinent du nectar qui est salé parce que la mangrove absorbe le sel. Donc, d'après ces fleurs, là-bas, il y a beaucoup de sel. C'est pourquoi les diabétiques ont vraiment besoin de ce miel. Et c'est eux-mêmes qui viennent nous demander ce miel-là. Avec une texture presque dorée, ce miel est réputé dans cette zone pour ses bienfaits. Si tu as des problèmes de respiration, des douleurs de ventre et tout ça, et aussi si tu es trop fatigué, ça te permet de se soulager. Et tout. On peut citer beaucoup de produits qu'on peut faire avec la cire d'abeille, parce que c'est la cire d'abeille qu'on produit. On peut faire des savons, on peut faire des huiles. L'huile, on peut faire aussi des gommages. La production qui se trouve dans cette ruche-là, tout est récupérable. Et c'est rentable aussi, vraiment. Appelé autrement l'or de la mangrove, le miel fait le bonheur et donne le sourire aux apicultrices, à l'image de Aossi. J'ai eu ma formation en commerce international à l'ISEC. J'ai eu ma licence aussi. Bon, je peux dire que l'environnement m'a un peu rattrapée parce que je n'étais pas spécifiée dans ce domaine. Depuis que j'ai commencé à travailler à Agir, on dit que l'appétit vient en mangeant. Bon, maintenant j'aime bien ce travail. On a innové sur la confection des ruches parce qu'au début on achetait des ruches, mais maintenant on a reçu une formation sur la confection. On fait nos propres ruches et plus encore, maintenant on vend des ruches. Avec la maîtrise de cette activité et avec la production d'une bonne quantité de miel, comme Madeleine vous l'a dit tout à l'heure, on produit 400 kg de miel par année. Si on le multiplie le nombre de kilos avec la valeur, on peut dire qu'on peut être financièrement indépendante. On n'a pas assez de ruches pour faire une grande production pour assurer les salaires de toute l'équipe et faire d'autres investissements, surtout la valorisation des autres produits qu'on peut trouver dans la ruche, comme la cire, le pollen. Elles sont toutes formées par Agir, l'association pour la gestion intégrée des ressources naturelles et de l'environnement, qui se fixe comme objectif la préservation de la mangrove et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas, alors qu'il y a la mangrove, que les biens et services de la mangrove est là à travers le miel. Donc beaucoup de gens, si on arrive à faire des formations pour les populations, à leur doter du matériel, ça peut être une source de travail pour les populations du Sénégal. En tout cas, parce qu'au niveau international, tout le monde a besoin de ce miel. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'appel est plus grand que l'offre. Si on arrive vraiment à former les gens, à les donner un peu de moyens par rapport à notre nouveau gouvernement, ça permettra de réduire le taux de chômage, en tout cas au niveau du Sénégal. Le miel de mangrove, une richesse insoupçonnée qui demande à être connue davantage au Sénégal. Pour l'heure, il traverse les frontières et s'expose dans la sous-région et dans le monde entier. Le miel de la mangrove, un reportage découverte signé Mariem Biramba. Dakar, capitale mondiale des produits africains. Elle accueille la 5e édition de la FIPA, Foire internationale des produits africains. Un rendez-vous qui réunit pendant près de 10 jours les plus grands créateurs et entrepreneurs au monument de la Renaissance africaine. Habib Boumbaye.
Sans doute, le plus grand événement de promotion de la culture africaine, la Foire internationale des produits africains PUPA, va s'ouvrir encore à Dakar. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar mobilise son réseau diplomatique et consulaire pour la bonne réussite de l'événement. En faisant le choix d'accompagner et d'abriter la cérémonie de lancement du 5e édition de la Foire internationale de produits africains, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar s'inscrit dans la dynamique d'appuyer la vision des pouvoirs publics à promouvoir la souveraineté économique. Une souveraineté économique qui passera certainement par la promotion des produits locaux. À l'échelle internationale, les créateurs rivalisent sur l'offre de produits de qualité et d'œuvres culturelles. Le Sénégal et l'Afrique entendent développer un véritable marché de produits Made in Africa. L'idée, c'est de promouvoir les produits Made in Africa. Quand on parle de Made in Africa, on parle des produits africains de toute sa globalité. Donc on parle de l'artisanat, on parle de la culture, on parle des transformations agroalimentaires, on parle des produits, on parle même au-delà des services africains. Donc je pense que ce sera une opportunité vraiment très intéressante pour les opérateurs économiques africains. Des opérateurs économiques africains qui auront l'opportunité de faire étalage de toute leur palette artisanale au cours d'une foire dont l'attractivité se fait d'année en année. Il y aura des séances de B2B, des rencontres et des forums en parallèle. On va juste organiser aussi le forum de l'intégration africaine, mais aussi le forum de la diplomatie. Cette diplomatie va de pair avec l'économie, avec des échanges commerciaux. Pour cette édition, les organisateurs ont porté leur choix sur la Mauritanie, un pays frère comme invité d'honneur de cette 5e édition, mais pas que. Il y a aussi les pays océans Indiens, comme le Madagascar, dont son excellence est représentée ici. Il y a aussi les Mayotte, il y a d'autres pays qui seront là. Donc je pense que pour notre choix, porté sur la Mauritanie, c'est vraiment légitime. Cette 5e édition est placée sous le thème de la promotion économique et culturelle, levier de coopération internationale. Plus de 7000 exposants sont attendus cette année. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, foi et courage au service de la patrie, c'est le titre d'un nouvel ouvrage. L'auteur, Mamadou Sow, rend hommage à ces deux hommes pour leur sacrifice ces dernières années. Une manière aussi de les présenter comme des modèles pour les générations actuelles et futures. Oumou Kalsoum Sall. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, foi et courage au service de la patrie. Le titre est assez éloquent. Dans ce livre, l'auteur salue la détermination de deux hommes sur le périlleux chemin de la conquête du pouvoir. En peu de temps, et par leurs œuvres, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, son premier ministre, se sont inscrits dans la ligne de ces grands hommes africains dont l'essentiel de leur vie a été consacré à la lutte pour le bien-être de leur peuple et de leur continent. Cet ouvrage n'est pas l'œuvre d'un militant, mais plutôt d'un citoyen qui voit en l'actuel président de la République et en son premier ministre des modèles d'engagement pour une justice sociale. Il y a effectivement lieu de brandir ces deux hommes. En exemple, de magnifier leurs engagements pour la sauvegarde de l'avenir de nos compatriotes sénégalais. Tel est l'objectif visé à travers les différents chapitres de notre ouvrage aujourd'hui. Et le courage, c'est la force d'aller jusqu'au bout de ce que l'on croit juste. Bien évidemment, ce qu'ils ont fait. C'est ce courage qui a toujours animé le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye,
et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, foi et courage au service de la patrie, une reconnaissance pour une lutte de principe, mais aussi une contribution pour les annales de l'histoire politique du Sénégal. Dans l'actualité sportive du football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 26 lions sont convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé pour une double confrontation contre d'abord la République démocratique du Congo et la Mauritanie les 6 et 9 juin prochains. Chérif Ndiaye du club L'Étoile Rouge de Serbie est appelé pour la première fois en sélection. On note également le retour de Abdoulaye Sima et l'absence de certains joueurs de la tanière. Plus de détails avec Fatoumata Savané. Après une belle saison et 20 buts marqués, Pape Chérif Ndiaye, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, va égrener sa première sélection avec les Lions. Il a été quand même assez régulier. C'est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts, qui a délivré, je crois, 4 à 5 passes décisives. On le suit depuis longtemps. Il a joué la Champions League. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement cohérent de le faire venir. C'est un garçon qui a énormément de qualité, qui a une première touche quand même assez intéressante, qui est capable de prendre la profondeur. Techniquement, il est pas mal. Aliou Cissé, avec ses 26 joueurs choisis, est conscient de l'enjeu de ces deux rencontres et l'objectif du sélectionneur national est une participation au Mondial 2026. Deux gros matchs. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'objectif du Sénégal, c'est de retourner à la prochaine Coupe du Monde. Et nous savons que retourner à la prochaine Coupe du Monde passe par faire un bon résultat, que ce soit contre la RDC, que je signale qu'ils ont fait une très bonne CAN. Ils sont dans une très bonne dynamique aussi. C'est une équipe qu'on respecte. Mais le Sénégal aujourd'hui est bâti en réalité pour aussi aller à la Coupe du Monde. Le deuxième match, c'est la Mauritanie. Comme vous le savez, c'est un derby. C'est un match qui va être très compliqué, très difficile. Je crois que ces deux rencontres-là, nous devons les préparer vraiment avec beaucoup de sérénité. Deux matchs avec deux équipes qui ont réalisé une belle campagne lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Des matchs difficiles en perspective, selon le coach national. Aujourd'hui, la RDC, effectivement, c'est une équipe en réalité défensivement qui est regroupée autour de Chancel Memba, qui est un très bon défenseur. Et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite. La Mauritanie, comme vous le savez, c'est notre voisin. Il y a aussi des Sénégalais, en réalité, qui pouvaient jouer avec nous, qui ne jouent pas avec nous. Ils auront à cœur de se montrer et de se faire voir. Mais je crois qu'il faut qu'on garde notre sérénité, notre calme habituel. Et surtout travailler ces deux matchs-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Absence de Boulaye Dia et Cheikhou Kouyaté, Aliou Cissé explique. Boulaye, comme vous le savez, il est en difficulté avec son club, avec des problèmes extra-footballistiques. On a eu à discuter, j'ai parlé avec lui, que ce soit Cheikhou, parce que ce sont des garçons qui m'ont beaucoup donné, qui ont beaucoup donné pour cette équipe nationale. Donc les appeler pour leur faire part justement qu'on les convoquera pas, en tout cas pour ces deux matchs-là, mais ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur eux. Après une saison difficile pour certains joueurs, les Lions doivent convoiter des clubs où ils seront compétitifs, soutient l'ancien international. Les Lions vont recevoir les Congolais au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le 6 juin avant de rallier la Mauritanie pour leur deuxième face-à-face, des matchs à remporter pour un pas de plus vers le Mondial 2026. Autre discipline, le meeting d'athlétisme de Dakar aura lieu demain après-midi à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une centaine d'athlètes venant de 17 pays vont y participer. Certains pourront faire les minima en vue de la qualification aux Jeux Olympiques de Paris et être plus compétitifs à quelques semaines des championnats d'Afrique. Le meeting de Dakar a maintenant le statut Silver. Playoff de la Basketball Africa League, le champion en titre Al Ahly du Caire a été surpris ce vendredi par le FUS de Rabat à Kigali. Score 89 à 78, 11 points d'écart, une belle affiche devant un public nombreux. Suivons à ce propos le résumé de Ibrahim Mbop. En deuxième mi-temps. Grosse surprise à la Beka Arena de Kigali. Les Marocains du FUS de Rabat font chuter les Égyptiens d'Al Ahly dans un match à suspense.
Le FUS avait déjà annoncé la couleur dans le premier quart-temps remporté 22-19. Dans le deuxième acte, Al Ahly reprend du poil de la bête. Aliou Diarra, Kendrick Brown, Steven Lyons et Patrick Gardner régalent le public. À la mi-temps, Al Ahly est devant 49-41. C'est une grosse brique. Au troisième quart-temps, Brown et Aliou Diarra permettent au FUS de grappiller des points et de revenir à 6 points. C'est au quatrième quart-temps que le momentum du match a définitivement changé en faveur du FUS qui plante un 10-0 à Al Ahly et maintient la cadence grâce à des snipers comme Yassine Baïri. Les Marocains gèrent bien leur avance et l'emportent au la main, 89-78. Et qui jouent des attaques placées, des attaques organisées. Et sachez que dans la perspective des assises de la justice, la rédaction vous propose ce soir en lieu et place de Cassabord un plateau spécial avec le professeur Lucienne Dion, directrice du Crédila, maître Abdoulaye Tine, avocat, Zainab Khan, secrétaire générale de AJS, Association des femmes juristes du Sénégal, et El Haj Abdoulaye Seck de Amnesty International. C'est à suivre juste après ce journal avec Ibrahima Diédhiou à la présentation. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain dès 20h.